Après avoir proposé il y a quelques mois un montage autour de la salle de cinéma, voici dans Blow Up un nouveau sujet sur le même thème, mais sous la forme d'un top 5. Car des salles de cinéma au cinéma, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Des salles publiques, ou des salles privées, des salles modestes, ou des multiplexes, des salles d'hier, ou des salles de demain, des salles plutôt réceptives, ou des salles nettement moins, des salles silencieuses, ou des salles bruyantes, et même très très bruyantes, bref, des salles de cinéma en veux-tu en voilà, de quoi donc faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, il existe un ensemble de courts-métrages commandés par le Festival de Cannes pour son 60e anniversaire, réalisés par de nombreux cinéastes prestigieux comme Youssef Chahine, Takeshi Kitano ou Lars von Trier, chacun évoquant à sa manière la salle de cinéma. Sinon, il existe quelques longs-métrages se déroulant entièrement dans une salle de cinéma, par exemple Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming Liang, qui raconte la toute dernière séance d'un cinéma sur le point de fermer, et qui programme pour l'occasion Dragon Gate Inn de King Hu. Mais sinon, que fait-on dans une salle de cinéma au cinéma ? Eh bien tout d'abord, on se drague, à l'adolescence dans Mes petites amoureuses de Jean Eustache, ou dans L'argent de poche de Truffaut, avec un certain succès ou avec un peu moins de succès. Sinon, à l'âge adulte aussi, on s'adonne à la drague cinéphile, et non sans difficulté dans les sièges de l'Alcazar de Luc Moulet, où un lecteur des cahiers du cinéma tombe amoureux d'une lectrice de Positif, la revue concurrente, d'où Dilemme. À part ça, Charles Denner, au cinéma, fétichise les jambes de l'ouvreuse dans L'homme qui aimait les femmes. Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg, quant à eux, s'embrassent au cinéma dans À bout de souffle. Isabelle Adjani et Roman Polanski passent aux choses sérieuses dans Le Locataire, Elisabeth Moss dans Mad Men va un peu plus loin, et Jon Voight et Bob Balaban encore plus loin dans Macadam Cowboy, alors que sur l'écran est projeté un opportun film de science-fiction. Mais encore, eh bien on se réfugie dans les salles de cinéma dans les films, notamment pour fuir la police, comme Warren Beatty et Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde, avec un joli cliché dans ce type de scène, utilisé par exemple par Claude Lelouch dans Le Voyou, le baiser, qui permet notamment à Jean-Louis Trintignant de tromper la police. Sinon, la salle de cinéma est un repère de serial killer, c'est le tueur de la Cité de la Peur qui assassine une poignée de projectionnistes toujours au bout du fil. Oh attention chérie, ça va couper. C'est le tueur de Dernière séance de Laurent Achard, très fan du French Cancan de Jean Renoir. C'est le psychopathe à lunettes du Angoisse de Bigas Luna qui commet ses crimes dans une salle de cinéma. Ou c'est encore le tueur de Scream 2 qui officie dans une salle de cinéma remplie d'admirateurs. Et puis dans les salles obscures rôdent d'autres créatures tout aussi dangereuses, des morts-vivants dans Le Loup-garou de Londres, des petites goules peu sympathiques dans Démon, sans oublier dans Le Blob. Enfin, un autre type de danger récurrent dans une salle de cinéma, le feu, dans les sous-sols dans Destination Finale 4, dans la cabine de projection dans Cinéma Paradiso, ou encore dans la salle de cinéma dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Et maintenant, passons à une deuxième question. Quel film va-t-on voir dans une salle de cinéma au cinéma, et pourquoi ? Et bien souvent, le choix du film projeté permet au cinéaste de dire son admiration. C'est Peter Bogdanovich, dans La Dernière séance, qui rend hommage à l'un de ses mentors, Howard Hawks, en montrant des images de la rivière Rouge, ou c'est encore Martin Scorsese, dans Mean Streets, qui salue Roger Corman, l'un de ses premiers mentors professionnels, via une projection de La tombe de Ligeia. Mais encore, eh bien parfois, le film projeté est choisi ironiquement afin d'illustrer le contraste. C'est par exemple dans Le Survivant, Charlton Heston, dernier homme sur Terre qui visionne une arme à la main, le documentaire très peuplé et très pacifiste Woodstock. Et puis il y a le contraste cinéphile, par exemple la projection dans le film hollywoodien La Cité des dangers d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, projection à laquelle s'ennuie fermement Burt Reynolds, ou encore dans le court-métrage des frères Cohen World Cinema, le cow-boy Josh Brolin, qui hésite entre une séance des climats ou de la règle du jeu. Well, these all pretty good movies? They're both excellent. All right, what's this La règle du jeu? Sinon, évidemment, la plupart des films projetés soulignent la situation du personnage, et d'abord sous la forme de la métaphore. Dans The King of New York, des trafiquants de drogue vampirisent toute une ville et regardent donc le Nosferatu de Murnau,
Ou encore, pour rester dans la thématique, les liens bien connus entre cinéma et vampirisme, synthétisés par cette séquence d'entretien avec un vampire. À part ça bien sûr, le rapport entre la salle et l'écran est souvent encore plus évident. C'est Johnny Depp, alias Dillinger, dans Public Enemies, qui s'identifie à Clark Gable dans L'ennemi public numéro 1. C'est cette séquence de Twister, où un extrait de Shining illustre la tempête qui s'abat sur le drive-in. C'est aussi le tueur de la cible, qui voit Boris Karloff sur l'écran, puis en vrai, et qui s'y perd un peu. Ou c'est encore dans 5e colonne d'Hitchcock, la fusillade à l'écran qui déborde dans la salle de cinéma. Enfin, on s'en voudrait de ne pas citer l'allusion cinéphile plutôt complexe. Dans L'Armée des 12 singes, remake de La Jetée, lui-même remake de Vertigo, Bruce Willis et Madeleine Stowe assistent logiquement à une projection de Vertigo avec un sentiment de déjà-vu. Et enfin, terminons par un peu d'absurde, à la fin de L'Antre de la Folie, Sam Neill qui se rend une projection de L'Antre de la Folie. Bref, si on ajoute le gag du sexe dissimulé dans un paquet de chips dans La Boom, et le même gag 2 ans plus tard avec Mickey Rourke dans Dinner, si on ajoute Robert De Niro fumant son cigare dans Les Nerfs à vif et Vincent Cassel fumant sa cigarette dans La Haine, si on ajoute le cinéma qui va en prison dans Les Évadés et les prisonniers qui vont au cinéma dans O Brother, sans oublier Pee-wee assistant à une projection de Pee-wee et Jacques Tati assistant à une projection de Mon Oncle dans L'Illusionniste, et puis à peu près tout Moretti et à peu près tout Fellini, et puis les projections anxiogènes de Frankenstein dans L'Esprit de la Ruche et celle de Frankenstein s'est échappé dans Lolita, on peut dire que tout le monde au cinéma va au cinéma, même les officiers américains dans 1941, même les GI en Irak dans Jarhead, même Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, et même les Gremlins dans Gremlins. Tout ceci nous a donc, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes se déroulant dans une salle de cinéma, au cinéma. Notre numéro 5 concerne Woody Allen, tant la salle de cinéma occupe une place importante dans ses films. C'est Mia Farrow qui assiste à presque toutes les projections de La Rose pourpre du Caire. C'est le final de Meurtre mystérieux à Manhattan qui refait derrière l'écran le final de La Dame de Shanghai. Ce sont également des projections du voleur de bicyclette dans Stardust Memories, ou de Casablanca au tout début de Tombe les filles et tais-toi. Et puis il y a Annie Hall, la longue attente pour aller voir Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, en compagnie d'un cinéphile plutôt pénible. We saw the Fellini film last Tuesday. It is not one of his best. It lacks a cohesive structure. You get the feeling that he's not absolutely sure what it is he wants to say. Of course, I've always felt he was essentially a technical filmmaker. Granted, La Strada was a great film. Great in its use of negative imagery more than anything else. But that central cohesive core, that must lead through an artist's work, leading from one to the other. Screaming his opinions in my ear. You understand what I'm talking about? Like all that Juliet of the Spirits or Satyricon. I found it incredibly indulgent. He really is. He's one of the most indulgent filmmakers. He really is. Keyword here And is indulgent. Notre numéro 4, de nombreux personnages au cinéma montent sur scène. Dans le Fame d'Alan Parker, l'une des étudiantes assiste à une projection du Rocky Horror Picture Show et se joint à la danse. Dans Les Carabiniers, le personnage principal un peu naïf se prend les pieds dans le tapis. Et puis il y a bien sûr dans Arizona Dream d'Emir Kusturica, Vincent Gallo, très fan de Raging Bull. You're killing yourself the way you eat, you fat fuck. Look at you. What do you mean? I don't understand. What do you mean, kill you? Me? Kill me. Start here. Kill me first. Do me a fucking favor. Joey, I meant something. You mentioned Tommy, you mentioned Salvi, you mentioned you. Include you with them. You could have said anybody, but you said you and them. You really let this girl ruin your life. Look at you. She really did some job on you. You know how fucking nuts you are? Look what she did to you. You fucked my wife. What? You fucked my wife. Notre numéro 3, changeons de registre avec Donnie Darko de Richard Kelly. Jack Gyllenhaal assiste avec son ami à une projection d'Evil Dead et fait la plus étrange des rencontres. Why are you wearing
Take it off. What happened to your eye? Notre numéro 2, on verse de nombreuses larmes au cinéma, par exemple dans Anna, le court-métrage d'Alejandro Inarritu, ce personnage aveugle pleurant à une projection du mépris. Sinon la mère d'Edgar Hoover dans le film de Clint Eastwood pleure elle aussi au cinéma. Mais nos larmes cinéphiles préférées, celles tout en silence de René Falconetti sur l'écran et d'Anna Karina dans la salle, d'En vivre sa vie de Jean-Luc Godard, toujours lui. Enfin, nous tenions à terminer ce top 5 sur une note un peu plus gaie, peut-être pas un grand film, mais en tous les cas une grande scène, à la fin de Cinéma Paradiso. Jacques Perrin assiste à la plus belle des projections, tous les plans censurés dans son enfance rassemblés en un montage, le tout, cerise sur le gâteau, sur la musique d'Ennio Morricone. Avec nos 30 années d'économie, nous nous sommes achetés un 2 pièces à Palavas-les-Flots.